Ravie de vous recevoir dans le cadre de cette deuxième journée du Maghreb Bootcamp pour ce panel Supply Chain Opération, gérer la crise et préparer la suite. Donc, j'ai en accompagné 4 experts que je remercie vivement pour leur présence. Donc, nous avons avec nous Madame Fatma Malakchi. Madame Fatma, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Donc, vous êtes professeure et directrice du laboratoire d'intégration économique internationale à la Faculté des sciences économiques de gestion de Tunis. Et vous avez été également conseillère auprès de la présidence du gouvernement tunisien entre 2018 et 2020. C'est bien ça. C'est ça, merci. Oui. Nous avons également avec nous Madame Julie Lankritz. Vous êtes directrice exécutive de Startup Bricks et Emerging Valley et vous avez une expérience extensive en Afrique dont vous pourrez nous parler un peu plus tout à l'heure. Et vous avez notamment travaillé dans l'incubateur innovation au sein du ministère de la Défense à Paris. Donc, vous avez un historique au sein de l'écosystème innovation aussi bien en France qu'en Afrique. Merci d'être là également. Donc, je vais juste vérifier le micro. Est-ce que vous... Bonjour à tous, merci de me recevoir. Super. Enchantée et bienvenue parmi nous. Donc, nous avons également parmi nous Monsieur Khaled Belahsen. Vous êtes cofondateur de IncubeMe et vous êtes actuellement expert logistique au sein du groupe pharmaceutique Merck Sharp & Dohme en charge de la région du Golfe. C'est ça. Voilà. Donc, ravi de vous avoir parmi nous. Et enfin, Nous avons avec nous Madame Emira Jamoussi qui est une très chère collègue au bureau d'EY, donc qui est experte supply chain et ancienne donc directrice consécutivement de la logistique, de la supply chain et des achats au sein du groupe Carrefour à Tunis. Bonjour Fatma, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Donc, rapidement, avant de commencer, donc, moi, je me présente. Je suis Fatma Prossi, je suis consultante au sein du bureau EY depuis 2 ans, plutôt de formation, donc système d'information et supply chain. Et j'interviens sur des problématiques souvent de performance, notamment au sein de ce qu'on appelle le government and public sector. Avant de vous laisser la parole, je vais rappeler un peu la structure de la prochaine heure que nous allons passer ensemble. Donc, nous commencerons par des questions auprès donc à chacun des panélistes et ensuite nous laisserons la parole aux startups dans le cadre d'un FAQ. Donc, je vous invite à proposer vos questions dès maintenant par message et si nous avons le temps, vous pourrez également les proposer de vive voix à la fin de la session. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez d'ici là. Voilà, on peut commencer. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons cette crise sanitaire du Covid qui est venue bouleverser nos modes de vie, nos modes de travail sur les 6 derniers mois maintenant, et avec un impact non négligeable sur les opérations des entreprises, sur leur business model global et un gros impact sur la supply chain. Donc, si Khaled Belahsen, je vais vous donner tout de suite la parole pour nous aider à comprendre un peu quel constat nous avons, comment les entreprises ont fait face jusqu'ici à cette fameuse crise, comment elles ont réagi et quels constats on a pu tirer sur les 6 derniers mois. Ok. Donc déjà, je vous remercie infiniment pour votre invitation et je tiens aussi à féliciter les start-upers parce que quand même c'est une grande réussite le fait d'être parmi nous là, le fait d'être sélectionné parmi une centaine de start-up. Donc bravo déjà. Donc, je vais commencer par parler un petit peu brièvement de la supply chain. En quelque sorte, c'est le but en fait de la supply chain. C'est d'assurer la disponibilité d'un produit en termes de qualité et de quantité adéquate dans des lieux adéquats. C'est ça le but, le sens de la supply chain à la fin des fins. Donc là, dans n'importe quelle grande entreprise, une petite ou moyenne entreprise, le supply chain department n'est pas vraiment ne connaît pas vraiment les quantités que le marché ou le pays ou la région peut absorber. C'est pour ça que le travail de la supply chain est plus ou moins un travail d'alignement entre les différents départements au sein de la même entreprise. Disons, les différents départements au sein de la même entreprise, c'est
c'est le département Salesforce, qui est la force de vente, le département Business Intelligence, le département réglementaire et le département Supply Chain. Donc là, le rôle de la Supply Chain, il est où? Le rôle de la Supply Chain, c'est le fait d'aligner tous les incomes en termes d'information, okay, au sein de l'entreprise pour définir ce qu'on appelle le fameux forecast. La supply chain, ça tourne autour d'un forecast. Un forecast adéquat, un bon forecast, un forecast minimum, un forecast optimal, etc. Donc, c'est pour ça. Donc, l'information, elle vient du département Salesforce. Le département Salesforce, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit le potentiel des quantités qu'il peut vendre. Le département Business Intelligence, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit le potentiel marché et les opportunités que le marché peut absorber. Le département Supply Chain, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit la capacité de production. Est-ce que les usines peuvent fabriquer les quantités voulues, au temps voulu? Et après, ça vient le département réglementaire qui est en charge en fait des lois du pays. Est-ce qu'on peut importer, est-ce qu'on peut exporter, tout ce genre de trucs. Donc là, le département supply chain est en quelque sorte, il fait l'alignement. Et ça, c'est un terme très important, justement sur la supply chain actuelle, c'est le terme SNOP. On appelle ça, c'est le Sales and Operating Planning. Ça, c'est un terme vraiment important où tout supply chain doit comprendre l'importance des SNOP. En fait, à la fin des fins, dans chaque société, il y a une certaine rivalité entre départements. La Salesforce te dit, voilà, on a le potentiel de vendre une quantité X, et le département marketing te dit non, voilà, on ne peut pas vendre ça, etc. Mais là, il y a le supply chain department qui est là pour voir à peu près la faisabilité et la rationalité de toutes ces informations. Okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle les alignements in terms of SNOP meetings. Okay. Ça, c'est le plus important. À la fin, et ce SNOP meeting, c'est un meeting qui se fait une fois par mois avec la présence des différents départements. Okay. Et il y a le final input qui est un envoi de forecast aux usines, okay, aux usines, qui est un autre volet de la supply chain. Donc là, en premier lieu, on parle de demand planning. Okay. Et après, on envoie aux usines pour parler de la logistique, des approvisionnements, des chaînes de production, etc. Et après, l'acheminement du produit vers les différents points de vente au sein du pays. Donc, après cette brève explication, je pense que le rôle d'un supply chain, c'est une adaptation. Donc, parfois on gère des crises habituelles. Donc le terme d'adaptabilité pour la supply chain, c'est un terme assez habituel. On doit s'adapter parce qu'il n'y a pas juste le Covid. Je vous donne un simple exemple. Le fait qu'une loi change, on doit s'adapter. Il y a une loi d'importation, il y a des taxes qui sont surélevées, etc. Donc, ce genre de trucs, donc, le supply chain doit s'adapter à l'environnement du pays. Ça, c'est hyper important. La crise du Covid. La crise du Covid, moi, je me souviens très bien, c'était le 16 mars. Le 16 mars, là où il y avait, où tout le monde était sûr qu'il y avait une pandémie, que c'était très grave, etc., etc. Donc, on était obligé de s'adapter. Le souci qu'on avait, moi personnellement, dans le domaine pharmaceutique, moi je parle du domaine pharmaceutique, c'était l'acheminement du médicament. On avait un très grand problème d'acheminement. Et ce problème, il est dû à quoi? En fait, nous, on utilisait la voie de transport aérienne. Okay. Donc, on utilisait les vols normaux, les vols de tous les jours. Tous ces vols ont été interrompus. Du coup, on a vu tous nos envois, tous nos shipments interrompus. Et quand on dit un envoi de médicaments, il y a des produits
entre 8 et 20 et 25 degrés, mais il y a des médicaments qui sont moins de 8 et il y a, qui doivent être acheminés à moins de 8 et il y a même des produits qui doivent être acheminés à des températures moins de 0 degré. Et ça, on avait un très grand problème d'entreposage au sein des aéroports. Est-ce que la marchandise devra être retournée aux usines pour être stockée là-bas, après retourner vers les différents aéroports? Cela a causé vraiment un sérieux problème et on n'avait pas de visibilité de reprise de vol. Il n'y avait pas de visibilité, on ne savait pas. Jusqu'à présent, personne ne le sait. Donc là, le mieux à faire, c'est de faire une cellule de crise. En fait, ce qui était aussi important à citer, c'est que dans nos pays, je cite l'Afrique et le Moyen-Orient, on était déjà dans un environnement instable. Donc, cette instabilité de pays a contribué quand même à prendre des décisions bien avant. Et c'était de faire on appelle ça safety or security stocks. Donc, c'est des stocks de sécurité qui sont en général de 3 mois. Moi, j'ai travaillé déjà en Hollande et au Danemark. Le stock de sécurité là-bas dans ces pays, il était de 3 semaines. Mais dans nos pays, puisqu'il y avait il y a toujours des instabilités. Donc, on a pris quand même des décisions bien avant de former des stocks de sécurité de 3 mois. Ce stock de sécurité, c'est pas, bon, je vous dirais, en termes économiques et impact entreprise, n'est pas bon parce que tu peux laisser quand même, nous, notre groupe, quand même, on fait des ventes mensuelles de 30 millions de dollars. Donc, à peu près, si tu fais un stock de sécurité de 3 mois, c'est 90 millions de dollars. C'est 90 millions de dollars qui sont quand même, qui sont là en train d'attendre. Diviser, stocker et bloquer. Pour diviser, stocker et débloquer. Ça, c'est pas une solution. Une solution adéquate dans le sens normal. Mais dans le Covid, ça nous a un petit peu aidé sur ce point. Secondo, qu'est-ce qu'on avait fait sur la réunion de crise? On a pris nos stocks dans les différents pays. Donc, on a fait une réorganisation de stocks. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôpitaux, okay, qui ont un peu plus de safety stock. Donc, qui ont à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Donc, on a pris ce 1 mois de plus, on l'a mis dans un autre hôpital. Okay. Ça, c'est pour faire, en quelque sorte, c'est pour équilibrer le marché. Chose qui n'a pas été facile, hein, parce qu'il n'y a pas quand même un hôpital qui doit accepter, c'est des grands hôpitaux, hein, qui va accepter de remettre ses stocks à lui, à un autre hôpital. Mais ça, en fait, on a été aussi il y avait aussi la collaboration du ministère de la Santé, de tous les ministères de la Santé des pays qui ont aidé à faire ça. Donc, on a réorganisé, en fait, on a pris les stocks en plus, on les a réorganisés sur toute la région. Okay. Du coup, à la fin des fins, on est arrivé à un stock de sécurité de 2 mois pour tous les hôpitaux. Donc là, on commençait à souffler un peu. Et après, donc, on a continué quand même à chercher des vols, etc. On n'a pas trouvé. Donc, on avait investi, mais ça a demandé beaucoup, beaucoup d'argent. C'était on appelle ça des vols charters. Les vols charters sont des vols de compagnies aériennes privées dont les costs sont assez importants. Donc, quand même, on a perdu beaucoup d'argent dans ces vols charters, mais à la fin des fins, le but, surtout dans notre domaine, c'est d'assurer la disponibilité d'un produit, parce que quand même, on a des patients qui attendent notre produit, etc. Ça, c'est un autre volet. Et le dernier volet dont je voudrais vous parler, c'est en fait, on n'arrivait pas à définir le comportement des individus à cette période. Donc, on ne savait pas, est-ce qu'on va vendre plus et est-ce que ces ventes sont un stock ou c'est de la vraie consommation.
En règle générale, la consommation ne change pas parce que le nombre de patients ne change pas. À part pour certaines maladies, pour certaines diseases, comme l'anesthésie, on avait un souci en anesthésie et en produit de réanimation. Là où les hôpitaux avaient besoin de beaucoup plus au cas où, au cas où il y aurait des patients sous anesthésie. Et là, on avait fait une autre cellule de crise avec tous les supply chains là, c'était tous les supply chains du monde. Hein. On avait fait des réunions sur WebEx. Quand même, il y avait 56 pays. Là, où on avait vraiment pris les produits, on appelle ça les life-saving, c'est les produits, c'est les vaccins, les produits de cancer, les produits d'anesthésie et les produits de réanimation, là où on a redéfini toute la structure logistique de ces produits. Donc, on avait produit un peu plus, disons, 3 mois de plus, et on a investi beaucoup d'argent sur l'acheminement, et on a maintenant, on a tout le, si on fait, sur la dernière SNOP, on est assez bon en termes de disponibilité de produits pharmaceutiques au sein du Golfe. Merci beaucoup, c'est Khaled, c'est très clair. Donc, si je récapitule, finalement, la première problématique qui s'est posée à vous, c'était vraiment l'acheminement au vu donc, de l'interruption des vols. Ça a fait, vous aviez également une problématique de visibilité qui est commune, je pense, à l'ensemble des entreprises qui ont fait face à cette crise. Face à cela, finalement, vous vous êtes organisé via une structure de cellules de crise et qui vous a permis de très rapidement pouvoir réagir, vous adapter. Et finalement, ce que je constate aussi, c'est que ce qui était une faiblesse avant la crise, le surstock, qui coûte cher, qui mobilise du cash, enfin, qui mobilise des médicaments, est devenu une force pendant la crise parce que ça vous a permis de voir venir un peu plus longtemps, peut-être que d'autres pays qui étaient en sous-stock. Et vous avez également, comme vous l'avez très bien expliqué, équilibré le marché en redéployant des stocks. Et vous avez une réaction vraiment au niveau régional. Ensuite, donc l'investissement dans des canaux d'acheminement différents via donc de l'investissement dans des vols privés. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est cette capacité à vraiment travailler de manière internationale en mettant une cellule de crise dédiée pour ce que vous avez appelé donc les life saving pour vraiment assurer une continuité. Donc c'est très clair. Je pense qu'un élément important que vous avez cité et qui est peut-être bon à avoir en tête, c'est vraiment que le rôle de la supply chain, c'est d'être un buffer, en fait, un tampon en temps d'incertitude. Et c'est un élément assez important. Merci beaucoup. Bien, merci. Je laisse tout de suite du coup la parole à Madame Emira Jamoussi qui va nous expliquer en fait aujourd'hui face à ces constats, face à cette crise qui a été traversée, que peuvent faire les entreprises à court terme, donc à horizon peut-être 6 mois, et puis plutôt à moyen long terme et comment on peut revoir un modèle, comment on peut revoir une stratégie pour s'adapter. Oui, merci Fatma. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. C'est bon, d'accord. Donc effectivement, moi je vais structurer mon intervention sur comment s'adapter sur le court terme et ensuite donner un peu d'insight sur le moyen long terme. Et je pense que Madame Fatma par la suite, Malek, qui enchaînera sur cette perspective long terme. Donc effectivement, on peut dire que pendant cette crise, on a été face à des conditions opérationnelles de guerre. N'ayons pas peur des mots, on retrouve vraiment des caractéristiques de ce type-là. D'abord, il y a eu le phénomène d'absentéisme qui était très fort, avec la difficulté d'accéder à l'outil de production. Il y a eu en fait une concentration de la demande sur des produits de première nécessité ou sur les gels hydroalcooliques, les masques, ce genre de choses. Et puis, il y avait une grosse perturbation du circuit d'approvisionnement. Alors, si on prend l'exemple de la Tunisie est comme les autres pays du Maghreb d'ailleurs très dépendante des importations. Et donc, il y a eu des arrêts chez des fournisseurs internationaux qui étaient soit en Europe ou en Chine. Et donc, il y a eu
avait une pénurie de la matière première ou la difficulté d'acheminer la matière première. Khaled a parlé de l'aérien qui a posé de problèmes, qui était à l'arrêt, mais il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été constatés au niveau des ports de chargement ou de transbordement aussi. Donc, c'était un problème global. On l'a constaté aussi en Tunisie, par exemple, sur les entreprises publiques, certaines étaient fermées. Or, certaines entreprises publiques fournissent de la matière première pour les industries. Moi, j'avais un exemple, en fait, pendant la période de crise, j'ai accompagné des clients et des industriels dans la gestion de la crise. Et on avait un exemple d'un fournisseur de l'industrie métallurgique qui s'approvisionnait auprès de l'ASTEG, donc, qui est la société de l'électricité et du gaz en Tunisie, sur une eau retraitée, qui a un traitement particulier et c'est une matière première qu'on achète auprès de l'ASTEG en Tunisie. En fait, l'ASTEG était fermée. Donc, mon client n'avait pas cette matière première qui lui était indispensable. Donc, voilà, on était vraiment dans ces conditions opérationnelles exceptionnelles. Et donc, la question, c'était comment pouvoir réagir par rapport à ça et comment essayer de renforcer la résilience de sa supply chain et de son entreprise. Alors, je vais donner des best practices, en fait, ou des recommandations que nous, on fait aux entreprises qui avaient beaucoup lieu d'être au mois de mars, avril, mais qui aujourd'hui continuent. Même si certains problèmes ne se posent plus de la même façon. D'abord, il y a l'incertitude sur la reprise éventuelle, c'est ce qu'on n'espère pas, mais il y a un risque éventuel de retour de la pandémie d'une façon plus forte. Donc aujourd'hui, on est encore dans cette phase d'instabilité. C'est pour ça qu'il y a certaines best practices qu'il est bon de mettre en place et de faire perdurer sur la prochaine période. Alors, si Khaled a commencé par le premier point qui est primordial, c'est la mise en place de la cellule de crise, supply chain, où vous mettez autour de la table les interlocuteurs qui jouent un rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, cette cellule de crise sert aussi à faire plusieurs choses, en fait, à structurer un peu la réflexion de l'entreprise. Il faut faire un mapping de sa supply chain, identifier quels sont les maillons sur lesquels on peut avoir le plus de problèmes, parce qu'on a tendance en fait à se focaliser sur les matières premières qui sont critiques ou les produits finis ou les machines les plus importantes, mais il y a des éléments très simples qui ne sont pas forcément, qui coûtent pas très cher, mais qui peuvent avoir des impacts un peu bloquants sur l'activité. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai un client grossiste répartiteur pharmaceutique au Sénégal qui, lui, pour faire ses chargements de box pour les clients, a besoin de petites étiquettes d'imprimante. Et en fait, s'il tombait en rupture sur ces petites étiquettes d'imprimante, il ne peut pas charger. Donc finalement, c'est toute son activité qui est à l'arrêt. D'où l'intérêt de faire ce mapping de la supply chain et puis ensuite identifier évidemment les matières premières, les outils de production et les produits finis, les phares les plus importants sur lesquels on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est en fonction du chiffre d'affaires ou de la profitabilité la plus importante. Donc ça, c'est des éléments qui doivent être faits au niveau de la cellule de crise. Ensuite, dans la réflexion, évidemment, le point de départ de la supply chain, c'est la relation client qui va nous donner la capacité à faire nos forecasts. Et donc, dans la relation client, souvent, il y a plusieurs intermédiaires. Vous ne touchez pas directement votre client final. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un panel de clients immédiats dont vous êtes proche et qui vous permettent d'avoir des insights sur le comportement du consommateur final. Donc, typiquement, il y a eu effectivement ce phénomène de surstockage qui a pu être trompeur sur l'activité, mais finalement, le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Est-ce que mon activité va régresser? Est-ce qu'elle va se maintenir? Est-ce qu'elle risque d'augmenter ou elle peut augmenter sur les prochains mois? Et donc, ça, c'est important de collecter de la data qui nous amène à l'étape suivante qui est celle des forecasts, évidemment, et dont va découler notre process S&OP avec les besoins en production et en matières premières, etc. Donc, sur la partie forecast, aujourd'hui, il faut se renseigner sur ce qui se passe sur le marché, au niveau des clients, sur les études des tendances générales. Est-ce que l'automobile va redémarrer? C'est une question. Quand on est dans l'agroalimentaire, la chaîne agro a repris dans l'ensemble d'une façon plutôt correcte. Mais toujours est-il que si le tourisme est touché, c'est un client important de l'activité agroalimentaire. Donc, il faut réussir à positionner le curseur par rapport à une activité ou un forecast initial de 100%. Est-ce qu'on va être à 90, 80 ou plutôt avoir une activité qui est supérieure? Donc ça, c'est pour tout ce volet gestion de la demande et du forecast. Après, il y a nos outils, nos ressources.
Dans les ressources, il y a plusieurs choses. Il y a l'outil de production, évidemment, donc que les machines soient fonctionnelles, que les équipes puissent parvenir jusqu'à l'usine. Peut-être on a vu des exemples de mise en place de transports communs pour les équipes pour pouvoir les acheminer sur les sites de production. En Tunisie, on avait des entreprises dans l'agro-industrie qui avaient les autorisations pour travailler, mais qui étaient seulement à 30% de leur activité parce que les salariés avaient peur ou ils ne trouvaient pas les moyens d'arriver jusqu'à leur site de travail, etc. Donc, c'est important de faire un état des lieux des ressources en termes d'outils internes. Un point très important aussi, c'est les outils de distribution. C'est les camions, c'est les distributeurs, les logisticiens qui eux aussi avaient des difficultés en fait à être pleinement opérationnels. Donc ça, c'était quelque chose à prendre en compte aussi. Dans les ressources, il y a le sourcing et la relation fournisseur. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir en fait un inventaire des fournisseurs avec qui on travaille et de savoir quelle est leur situation. Est-ce qu'ils sont ouverts ou pas? Est-ce qu'ils ont un stock de sécurité? Est-ce qu'ils vont être capables d'honorer les commandes? L'idéal, c'est de mettre en place avec eux des prévisionnels pour être privilégiés dans les livraisons. Et être classé comme client prioritaire. Et puis après, l'idée aussi, c'est que vous pouvez avoir besoin de diversifier finalement votre panel de fournisseurs, de ne pas avoir un seul fournisseur, mais d'avoir plusieurs alternatives pour cette partie qui est du sourcing fournisseur. Après, sur la partie approvisionnement, c'est en fait c'est important soit de gagner en agilité. Donc, au lieu d'avoir un approvisionnement Chine avec des quantités très importantes, des dizaines de milliers de tonnes de matières premières, on peut se tourner vers un appro Europe où là, on aurait des quantités plus faibles et on pourrait être sur plus de flexibilité. Donc voilà, un dernier point sur cette partie court terme en fait, c'est la gestion des stocks. Donc Sikhal on en a parlé sur les différents comment tout a été, la balance des stocks a été un peu plus équilibrée. Il faut faire aussi attention au risque de dégradation des stocks si on n'a pas accès au client final, au risque de périmer. Toutes ces choses-là, il faut les mesurer et il faut mettre en place des plans d'action ad hoc. Donc ça, c'est pour ce qui est en fait du court terme. Si je résume, en général, en supply chain, on a tendance à vouloir tout optimiser, à avoir un stock minimal, à réduire les coûts, etc. Et là, dans un contexte de crise, il faut savoir en fait être plus flexible par rapport à ça pour gagner sur deux critères. Il y a la résilience et l'agilité. La résilience, c'est comment je maintiens mon activité et comment j'assure la continuité de l'activité. Et l'agilité, c'est comment être plus proactif et comment réagir d'une façon plus intelligente. Alors, ça peut générer des coûts supplémentaires, mais enfin, après, c'est la survie aussi de l'activité qui est en jeu. Donc, c'est important de respecter, d'avancer là-dessus. Alors, je passe rapidement sur le volet moyen court terme en fait pour donner une idée sur les quelques paradigmes en fait qui voient le jour et sur lesquels il faut compter sur la période à venir. Alors il y a une première chose, c'est qu'on est dans une situation de crise économique et que la crise économique malheureusement va générer des faillites qui peuvent arriver, que ce soit au niveau des fournisseurs ou des clients de l'entreprise et qui peuvent avoir un impact sur sa supply chain. Donc, il faut être très attentif là-dessus et détecter les risques de perturbation sur la supply chain. Ensuite, il y a l'idée de relocalisation qui est des activités qui étaient beaucoup parties en Asie et qui pourraient revenir en fait en Europe et sur le bassin méditerranéen. Il y a peut-être une carte à jouer pour les pays maghrébins autour de ça pour développer leur activité. Le tissu industriel du textile, par exemple, en Tunisie, c'est beaucoup axé sur la fabrication des masques sur les derniers mois et c'est un peu grâce à ça, en fait, qu'ils arrivent à survivre actuellement. Donc voilà, c'est un exemple de choses sur lequel on peut être dans une logique de logistique courte, en fait. Par opposition à des logistiques qui sont des circuits d'approvisionnement beaucoup plus lents. Alors, il y a un point qui est important, c'est que les États vont travailler sur la constitution de stocks, sur les sujets qui sont relatifs à la santé, au healthcare de façon générale. Les entreprises elles-mêmes vont avoir tendance à revoir leur schéma d'approvisionnement, à être moins dans une logique d'exclusivité avec leurs fournisseurs, mais d'avoir des panels de fournisseurs plus importants.
pour pouvoir avoir des solutions de sourcing différentes. Pour les entreprises, il y a un sujet important, notamment pour les industriels, c'est l'industrie 4.0. C'est un peu l'un des sujets aussi de ce bootcamp parce qu'on a beaucoup de startups et de besoins qui sont exprimés sur ces sujets-là. Quels sont les leviers à mettre en place pour pouvoir automatiser et travailler à distance? Et puis aussi mesurer les KPI de façon rapide et être réactif face aux problèmes qui sont constatés. Une dernière chose dans les nouvelles tendances qui s'installent, qui est aussi liée à la digitalisation, c'est le développement du e-commerce qu'on a vu exploser pendant la période de la crise, qui s'est maintenant un peu tassé par rapport à ce qui était constaté, mais malgré tout, on voit qu'il y a une forte progression des ventes en ligne et il y a une opportunité à saisir autour de ça, notamment pour l'économie digitale. Merci. Merci beaucoup, Madame Jammoussi. C'est très clair, ça fait une excellente transition pour Madame Fatma Marakchi. Juste avant de vous laisser la parole, Madame Marakchi, ce que je retiens finalement, c'est que à court terme, il faut être à l'écoute, à court et à long terme d'ailleurs. Mais donc, on retrouve cette idée de cellule de crise qui permet de réagir rapidement à l'instant T et qui, je pense, les entreprises ont commencé à dépasser. Mais il faut être également donc à l'écoute dans sa gestion de la demande, se rapprocher de ses clients, à l'écoute de la capacité de son outil de production et de ses employés, se rapprocher également de ses fournisseurs, développer des relations encore plus fortes, tout en diversifiant si le cas est nécessaire. On sait que vous avez cité le cas de la STEG, il y a des monopoles, surtout dans des pays comme on le connaît du sud de la Méditerranée. Il y a des situations monopolistiques qui peuvent être vraiment problématiques dans sa gestion de la pro. Et puis à long terme, ce qui est intéressant également, et je pense que ça ferait une très bonne transition, c'est le fait qu'aujourd'hui, le modèle du zéro stock, voire même peut-être du lean manufacturing un peu plus large, tend à montrer ses limites en fait. Et on est en train peut-être de repenser les modèles et les value chains actuels. Et je vous laisse la parole, Madame Fatma Marakchi, pour nous expliquer justement aujourd'hui quel schéma de value chain on aura dans les années à venir. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette transition. Merci pour votre présentation, Madame Emera Jammoussi. Vous introduisez très bien ce que je vais dire par la suite. En fait, nous savons très bien que cette crise ou cette pandémie a fait que les pays se sont rendus compte que, en fin de compte, ils sont très dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que l'Europe est très dépendante de la Chine, de même que la Chine est très dépendante de l'Europe. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le commerce international, d'une manière générale, 70% du commerce international, il est fait sur la base d'une manière moderne de faire ce commerce international, qui est la chaîne de valeur mondiale ou la Global Value Chain. C'est pour dire qu'un pays ne produit pas à lui seul un bien, par exemple, de A jusqu'à Z. Si on prend un exemple d'un ordinateur ou bien d'un vélo, par exemple, vous allez trouver 12 multinationales sur ce vélo, par exemple, et vous allez trouver une vingtaine de pays sur la production de ce vélo, tellement les pays ont tendance à produire de plus en plus des composants de ce vélo-là pour par la suite arriver aux consommateurs. Donc, en fait, il s'agit de savoir qu'aujourd'hui, pour produire, on est tous dépendants les uns des autres et ce constat a été donc plus accentué quand il s'agissait de la pandémie et quand il s'agissait d'avoir ou de récupérer, si on veut, donc des équipements de protection individuelle, que ce soit les masques que vous avez évoqués tout à l'heure, que ce soit comment dirais-je, les respirateurs, etc., les blouses, les surblouses des médecins, des infirmiers, etc. Et donc, pour revenir à cette manière de voir un peu le commerce international aujourd'hui, on parle bien de 70% du commerce international qui est fait sur la base de la Global Value Chain. Et donc, on parle aujourd'hui de plus en plus d'une réorganisation de ces chaînes de valeur mondiale dans le sens de qu'est-ce qu'on va délocaliser, qu'est-ce qu'on va relocaliser, est-ce qu'on va plutôt régionaliser l'approvisionnement. On parle aussi de sécurisation et de rapprochement des sources d'approvisionnement.
Donc, tout cela est remis sur la table aujourd'hui après cette pandémie. Alors, d'une manière générale, et pour revenir un peu aux pays maghrébins, on sait que les pays maghrébins sont très dépendants de l'Europe. Donc, en fait, on est plus inclus dans la chaîne de valeur européenne que dans la chaîne de valeur, mondiale. Et donc, les commandes que nous allons avoir de l'Europe, elles sont fortement tributaires de la reprise en Europe, qui est difficile et qui, selon les prévisions, il y a des gens ou des institutions qui prévoient que ce sera une reprise en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir des taux de croissance négatifs pour la seule année 2020. Ensuite, on va aller dans des taux de croissance positifs. Il y a d'autres qui pensent que la reprise sera en U, c'est-à-dire que on va avoir des taux de croissance négatifs et on va rester sur les taux de croissance négatifs pendant quelques années, 2 ou 3 années, et on espère que ce sera le minimum d'années possible pour que la reprise ait lieu. Il y a d'autres scénarios encore plus pessimistes ou plus négatifs qui anticipent en fait une deuxième vague donc, de cette pandémie, et qui risque donc de nous mener à des scénarios de reprise en W, par exemple, ou quelque chose de ce genre-là. Donc, en fait, la pandémie, elle n'a fait que mettre en valeur la dépendance donc, de cette supply chain qui s'impose aux industries. Alors, donc que faire et comment se préparer donc à cette nouvelle manière de voir. Donc, on parle de plus en plus d'approvisionnement, on parle de plus en plus donc de diversifier l'approvisionnement et de sécuriser l'approvisionnement. Et là, les pays maghrébins, d'une manière générale, devraient se situer quelque part pour savoir comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette pandémie et comment est-ce qu'on peut rendre cette crise-là une opportunité pour nos pays et quels sont les secteurs qui seraient éventuellement porteurs. Alors, les secteurs qui seraient éventuellement porteurs. Il y a des secteurs qui reposent, ce sont des secteurs sur les biens, en fin de compte, on parle de l'échange de biens, mais il y a aussi, on parle aussi de secteurs de services. Donc, de plus en plus aujourd'hui, on parle de l'IT, de la digitalisation. Donc, on a dans tous les pays du Maghreb, plus spécifiquement en Tunisie que je connais, donc tout ce qui est digitalisation, nous voyons des ingénieurs qui sont très compétents et très compétitifs à l'étranger, donc qui sont très attirés et très demandés par l'Europe, par exemple, donc qui pourront exporter les services à partir de la Tunisie ou à partir du Maroc, par exemple, et payer les impôts chez eux. Bien sûr, si la réglementation de change le permet et si donc le fait d'ouvrir des comptes en devises permet à ces jeunes start-upers qui travaillent sur la digitalisation de gérer d'une manière libre leurs comptes. Par exemple, en Tunisie, les gens peuvent avoir des comptes en devises s'ils sont prestataires de services, mais ils ne sont pas totalement libres de la gestion de leurs comptes en devises. Madame Jammoussi aussi a parlé du développement du télétravail pendant le confinement. Moi-même étant enseignante de l'enseignement supérieur, je suis passée au télétravail et donc à l'enseignement à distance. Notre université, par exemple, nous a proposé d'avoir des formations en ligne et de faire des formations en ligne. Nous avons même été sollicité par d'autres universités avec donc des cours qui étaient certifiés et qu'on pouvait donner aux autres universités qui étaient à l'étranger et particulièrement en Europe. Donc ça, c'est aussi un créneau, donc c'est de procurer de la formation à distance. Je pense aussi à l'e-commerce qui peut aussi permettre donc la digitalisation et la traçabilité du commerce, ce qui peut nous éviter aussi le contrôle des circuits ce qui peut nous permettre le contrôle des circuits de distribution qui est aujourd'hui, par exemple, en Tunisie, un grand problème parce que la multiplication des intermédiaires et le non-contrôle des circuits de distribution est une grande cause de l'inflation chez nous. Au niveau des biens, bien sûr, le secteur pharmaceutique, par exemple, on est très compétitif, que ce soit la Tunisie ou le Maroc. Ça m'est arrivé les derniers jours, donc je travaille sur un papier sur ça.
et de voir un peu les avantages comparatifs révélés. C'est-à-dire, c'est un indicateur qui nous dit que les exportations du secteur, par exemple pharmaceutique, par rapport aux exportations totales du pays en question, quand je le divise par rapport aux exportations mondiales totales des produits pharmaceutiques par rapport aux exportations totales mondiales, si votre ACR est supérieur à 1, c'est-à-dire que vous faites mieux que la moyenne. En général, vous faites mieux que la moyenne des exportations pour ce secteur en question. Donc, le secteur pharmaceutique, que ce soit en Europe ou bien en Tunisie, les ACR ne sont pas supérieurs à 1, mais c'est l'évolution qui est importante à suivre. Donc, c'est une évolution qui est croissante. De plus en plus, nos parts dans les exportations mondiales sont en train d'augmenter. On parle aussi de produits agricoles. Encore faut-il savoir comment, parce que c'est des produits périssables, donc encore faut-il savoir comment est-ce qu'on peut faire acheminer notre production agricole en Europe, par exemple, et nous sommes très proches dans ce cas-là, ce qui limite un peu et le temps de transport et les frais de transport et sécurise aussi l'approvisionnement des pays européens. L'agroalimentaire aussi, nous avons un avantage comparatif pour certains produits. Il y a des produits, par exemple, je ne cite que le cas de la Tunisie pour l'aéronautique ou bien pour les composantes des automobiles, où l'activité de ces secteurs-là dépend très fortement de la reprise en Europe. Et donc, ce sont des secteurs qui sont plus sensibles à l'accroissement des revenus en Europe que sensibles, par exemple, à la compétitivité prix ou bien à la dépréciation du change dans ce cas-là. Et donc, ça, c'est des créneaux qui sont très importants et qu'on devrait saisir. Du côté de la Chine, tout à l'heure, Madame Jamoussi en a parlé un tout petit peu, moi, je vois la problématique de notre côté. C'est-à-dire comment nous, on peut, dans cette régionalisation ou bien dans cette délocalisation, profiter de cette délocalisation pour ramener certaines activités dans les pays maghrébins ou bien dans le sud de la Méditerranée, où l'Europe peut profiter de nos produits qui sont compétitifs et qui sont à bas, comment dirais-je, où les coûts de production donc, ne sont pas élevés parce que les salaires ne sont pas élevés notamment. Donc, comment on peut profiter de cette régionalisation, je dirais, ce n'est pas une relocalisation. En fait, je pense que l'Europe va relocaliser des activités là où elle peut robotiser, peut-être certaines activités qui donc ne dépendent pas du facteur humain, mais je pense qu'elle pourrait ou qu'elle penserait à relocaliser certaines activités dans les pays voisins parce que ça raccourcit cette chaîne d'approvisionnement au niveau des secteurs que je viens de citer. Donc, il y a effectivement des opportunités à saisir, mais il y a aussi, et je terminerai par ça, des préalables qui doivent être là. Premièrement, on a parlé de l'agilité. Oui, l'agilité est très importante et en Tunisie comme au Maroc, je pense aussi, qu'il y a, notamment dans les textiles par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont converties dans la production et dans la fabrication des bavettes. Il y a donc des petits robots qui ont été confectionnés ou bien produits en Tunisie pour aider un peu les personnels de santé. Il y a les respirateurs aussi, donc il y a comment dirais-je, il y a des concours qui ont été ouverts par les universités tunisiennes pour demander aux différentes écoles donc d'ingénierat de participer à ce concours-là pour aider un peu le secteur sanitaire dans la production de certains appareils nécessaires donc pour la réanimation, etc. Donc, l'agilité est nécessaire et le Maghreb a montré une certaine agilité dans cette pandémie-là. Premièrement, l'innovation qui est le propre des startups, donc c'est de trouver en fait une solution aux problématiques qui peuvent se poser. Il faut aussi croire dans le Maghreb. Il faut croire qu'on peut faire des choses ensemble et qu'on peut aller vers l'Union européenne ou vers d'autres groupes de pays en étant ensemble. Par exemple, moi, j'ai suivi un peu les négociations qui se sont passées déjà pour l'ALECA et qui ont été arrêtées.
Et j'ai toujours préconisé que les pays du Maghreb, au lieu que la Tunisie négocie toute seule et que le Maroc négocie tout seul, on peut négocier ensemble parce que nous allons avoir un marché plus important et que nous pourrons être plus forts et nous pouvons peser plus pour les négociations avec l'Union européenne. Il reste peut-être une dernière chose, c'est, et ça ne dépend pas des entreprises, ça dépend des États et des banques centrales, c'est qu'il faudrait prévoir peut-être un système de compensation au niveau des paiements parce que les différents pays subissent des dépréciations et nous l'avons vécu avec les dépréciations de 2018 par exemple, et nous avons été obligés de payer le pétrole que nous importons de l'Algérie en dollars, alors que notre monnaie se dépréciait et que ça nous coûtait strictement plus cher, avec donc une aggravation du déficit commercial, alors que nous importions juste de chez nos voisins qui sont les Algériens, mais on était obligé d'importer en dollars. Donc, ça, c'est des éléments et des préalables qui sont très importants donc, à satisfaire, en plus donc, du développement de la logistique de transport et de la logistique portuaire, surtout en Tunisie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois que le temps passe vite. On va tout de suite laisser la parole à Madame Gilles Incrit. Donc, face à tout cela, face à ce constat, face aux modifications qui touchent l'entreprise au niveau micro, mais également donc toute la value chain mondiale, comment les startups aujourd'hui, et puis puisque c'est notre sujet, les startups africaines, tout l'écosystème tech africain peut se réunir pour être plus fort ensemble et proposer des solutions pérennes et à long terme. Merci beaucoup pour cette invitation tout d'abord. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas. Très bien, on vous entend très bien. Ça fait bien le lien donc avec l'intervenante précédente puisqu'il y a beaucoup de sujets en commun. Donc je vais effectivement vous dresser un panorama de la réaction logistique et opérationnelle de la tech africaine au cours du Covid qui a été assez exceptionnel. Cette observation, elle est tirée de notre rôle en tant qu'observateur de l'écosystème au sein de Startup BRICS et d'une étude consolidée que nous avons produite le mois dernier sur le sujet. Donc, pour introduire mon propos, je souhaiterais revenir sur une autre crise sanitaire qui a été subie de plein fouet par le continent, c'est Ebola. Cet épisode épidémique en particulier est intéressant parce qu'il a constitué un banc d'essai réussi pour la tech africaine au service de la gestion de crise. Une preuve de concept qui va servir de modèle finalement dans la réponse au Covid. Cette épidémie d'Ebola, en fait, elle a coïncidé avec une période de forte expansion des technologies mobiles sur le continent, puisque entre 2015 et 2017, on est passé d'un quart à un tiers de la population africaine qui possédait un smartphone. Et donc, Ebola a vraiment été la première crise sanitaire d'ampleur à bénéficier de l'apport massif de la technologie pour la logistique. Donc, on a l'exemple de la Sierra Leone, un pays qui avait plus de cas que ses voisins finalement, mais où la létalité a été bien plus faible, à 28% contre 45% au Libéria ou 66% en Guinée. Et selon le ministre de l'Innovation de l'époque, ces chiffres sont notamment dus aux solutions mobiles qui ont été utilisées pour assurer le traçage des cas contacts. Même constat au Nigeria, où l'optimisation logistique qui a été permise par l'application mobile a permis de réduire de 75% les temps de reporting des infections. Donc pour entrer dans le vif du sujet à présent, je passe à mon point 2 qui revient sur l'étude que nous avons réalisée avec Startup BRICS sur la réponse au Covid par la tech africaine. Donc je vais essayer un petit peu de vous dégager les enseignements sur le volet opération et logistique. Donc la preuve de concept, je vous le disais, qui a été réalisée par la tech au service d'Ebola, elle a été démultipliée au cours du Covid. Avec cette fois-ci, on observe une tech qui est purement locale, qui est purement africaine, ce n'est pas des solutions importées. Donc toujours une tech qui est facteur d'optimisation logistique, qui est porteuse d'importants gains de temps, mais avec ici des solutions adaptées au contexte local, et ça c'est très important. Aussi, on le voit sur une espèce de transversalisation de la tech au sein des différents secteurs d'activité. Donc notre étude nous a conduit à recenser plus de 180 initiatives sur le continent, toutes reposant sur la tech, visant à contribuer à la lutte contre le coronavirus. Ce qu'on constate donc d'abord en termes géographiques, tout d'abord, c'est que le Maghreb y arrive en tête des producteurs d'initiatives, aux côtés des moteurs continentaux que peuvent être le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, avec de très nombreuses initiatives portées par Maroc, la Tunisie, l'Algérie.
Et quand on regarde ensuite la répartition sectorielle des solutions, donc on a effectivement forcément l'e-santé, la fintech, l'edutech, vous en parliez tout à l'heure avec des solutions de télétravail, mais on remarque que plus d'un tiers des solutions que nous, on a pu répertorier correspondent au volet logistique et opérationnel. Ce qui donc nécessite une analyse un petit peu plus approfondie pour permettre de dégager les exemples, les enseignements et les bonnes pratiques. Tout d'abord, il faut revenir sur l'élan des makers. Mobilisées à travers l'Afrique, ces communautés de makers, elles ont publié sur le web, en open source, des données nécessaires à la fabrication de visières, de valves et même de respirateurs. Ils ont ainsi permis de lutter contre cette dépendance aux chaînes de production internationales dont parlait tout à l'heure Madame Marekchi. Vous les avez tous vus autour de vous. Grâce à la technologie d'impression 3D, ils ont créé en quelques heures des pièces aux propriétés physiques différenciantes, que ce soit sur le poids, la légèreté, l'agilité, à moindre coût. Ça a été crucial parce que ça a permis de pallier aux carences des industriels, de réinventer des circuits de production locaux, des circuits courts. Et voilà, vous aviez parlé des difficultés à s'approvisionner suite à la fermeture des frontières. On est ici en plein sur le sujet. Ces makers, ils illustrent la réactivité dont parlait tout à l'heure Madame Jamoussi. Pour vous citer quelques exemples, parmi tant d'autres, on a eu donc d'abord les Fab Labs, que ce soit en Algérie, en Mauritanie, au Maroc, où les 30 membres du 3D Printing Cluster ont mis à disposition leurs imprimantes 3D au profit du corps médico-sanitaire. Vous avez ensuite bien sûr le monde universitaire, dont a beaucoup parlé aussi Madame Marekchi, qui a été très engagée. On peut citer donc au Maghreb l'école d'ingénieurs de Sousse, en Tunisie, qui a réalisé jusqu'à 400 visières par jour, avec une coopération avec une start-up, 3D Wave, qui avait mis à disposition ces imprimantes. On peut parler au Maroc de l'Université internationale de Rabat, de l'Université de Mohamed V, qui ont réalisé plus de 5000 masques FFP2 et des visières de protection. On a même vu des coopérations internationales entre l'école polytechnique de Tunis, avec une collaboration avec DITEX, qui est le centre français d'expertise d'Asso Systèmes, pour concevoir des prototypes de respirateurs non invasifs. Enfin, on a bien sûr les entreprises, le groupe OCP qui a financé beaucoup de fabrication de respirateurs non invasifs. Aussi des clusters d'entreprises comme au Maroc, où les entreprises de textiles se sont mis à faire pivoter leur business model pour fabriquer au pied levé des masques à destination des hôpitaux. Ce qui m'amène donc à mon point 3, pour vous présenter là cette fois-ci des solutions proprement logistiques, puisqu'on a vraiment constaté de très nombreuses startups qui ont proposé face au Covid des solutions d'optimisation pour accélérer la gestion épidémique. Donc le digital a encore une fois confirmé sa capacité à organiser et optimiser la logistique de crise. Donc c'est l'exemple de par exemple LifeBank, qui est une startup nigériane qui est spécialisée sur le transport de produits médicaux par drone et qui a développé pour le Covid une plateforme de recensement des établissements sanitaires qui possédaient le matériel nécessaire à la lutte contre le Covid. En Tunisie, c'est l'aide à destination des hôpitaux et les capacités de volontariat qui ont été recensées sur une plateforme développée par GoMyCode, une école de codeurs locaux. Au Maroc, c'est Blink Pharmacy qui a permis aux pharmaciens de passer directement commande auprès des grossistes en évitant d'avoir des contacts directs avec leurs clients. Ensuite, vous avez tout ce qui a été l'optimisation des réseaux. Donc là, c'est des exemples kenyans. Vous avez la startup Flair qui a développé une technologie qui permet de positionner les ambulances du pays sur une carte en temps réel et ainsi de déplacer rapidement les patients vers les centres de soins. Toujours au Kenya, vous avez Upande qui a permis de recenser les lits de soins intensifs disponibles grâce à ces systèmes SIG d'information géographique. Et vous avez après tout ce qui est start-up de livraison par drone. Donc Madame Marekchi parlait de la robotisation, là c'est très similaire, hein. C'est des drones qui permettent soit de livrer rapidement des tests sanguins depuis des zones reculées dans les campagnes vers les villes, par exemple comme Zipline au Ghana, en partenariat avec le ministère de la Santé. En Côte d'Ivoire, vous avez des sociétés comme WeFly ou Investive qui ont proposé leurs drones, soit pour pulvériser des solutions de désinfectants, soit pour avoir des caméras à usage thermique qui étaient portées par ces drones. Donc on voit toute une palette de solutions qui sont possibles. Ensuite, la tech a permis de fluidifier la communication de crise. Il y a eu pas mal d'exemples d'applications mobiles qui permettaient aux médecins d'échanger entre eux, de discuter entre eux. C'est le cas de la plateforme REMA, qui est le réseau d'échange entre médecins africains.
qui permet à plus de 5000 médecins à travers le Niger, la RDC, la Guinée, le Sénégal, le Mali de discuter des cas qu'ils rencontrent, d'échanger, de partager des photos, ce qui permet encore une fois d'accélérer la communication médicale. La même type d'application avec Synapse en Afrique du Sud. Et enfin, un dernier exemple d'optimisation logistique qui est permis par la tech que je voudrais partager avec vous, c'est lié à la FinTech. Une innovation qui est proprement sociale, qui est venue soulager les populations précaires, les travailleurs informels face à la crise économique qui a été liée au confinement et à la mise sur pause de l'économie dont vous avez tous parlé. C'est donc la création de revenus universels de solidarité. Plusieurs gouvernements africains ont fait le choix du mobile money pour permettre de sélectionner de manière anonymisée des personnes vulnérables avant de les enrôler en un temps record sur leur application pour leur verser des revenus universels de solidarité. Et ça, sans la tech, ça n'aurait pas été possible parce qu'on parle de populations qui n'ont pas de compte en banque, qui sont informelles, donc proprement impossibles à identifier, et des populations aussi qui ont peur d'être identifiées puisqu'elles sont informelles. Donc l'anonymat est très important. Et là, encore une fois, la tech a permis d'accélérer, de démultiplier tout ça. Donc au Togo, c'est plus de 18 millions d'euros qui ont été débloqués pour des transferts mensuels de 15 euros à 20 euros par foyer, ce qui est beaucoup dans un pays où le salaire minimum est autour de 50 euros. Au Maroc, vous avez aussi le programme très similaire qui s'appelle Moussanada, qui a lui ciblé les travailleurs qui n'étaient pas affiliés aux caisses de sécurité sociale, avec ici des transferts mensuels de 75 à 185 euros. Donc là, encore une fois, on voit vraiment que la tech permet de démultiplier, d'accélérer, d'optimiser la gestion logistique d'une initiative FinTech qui n'aurait pas été possible en dehors de ça. Donc en guise de conclusion, je voudrais juste revenir sur une conférence visionnaire qui avait été donnée par Bill Gates en 2015. Il s'inspirait des enseignements d'Ebola et il annonçait déjà en fait les risques encourus par l'humanité face au péril épidémique, avec la propagation d'un virus hautement contagieux qui pourrait tuer jusqu'à 30 millions de personnes et causer 3 milliards de dollars de perte de PIB. Il appelait alors les pouvoirs publics à s'organiser, à renforcer les systèmes de santé. Et nous sommes convaincus au sein de Startup Bricks que le digital, les entrepreneurs peuvent jouer ce rôle. Et s'ils ne sauraient constituer à eux seuls la totalité de la réponse sanitaire, ils ont vraiment ce rôle à jouer d'accentuer et d'accélérer la logistique, de permettre par leurs initiatives d'être un facteur positif dans la gestion de la crise. Tout d'abord en accélérant et en optimisant le suivi épidémique, la collecte, le partage de données, et enfin en fluidifiant la gestion logistique de la crise. Voilà, c'est la fin de mon propos. Merci à tous et disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Julie. Donc, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on l'a constaté tous sur le terrain, les startups qui n'étaient connues finalement que par les professionnels ou des personnes qui s'intéressaient vraiment à l'écosystème sont de plus en plus visibles depuis les derniers mois. Donc, on le constate. Donc, même il y a à la télé des spots qui mettent en avant le travail de certaines startups. Elles ont été vraiment de nouveaux acteurs. Elles sont aujourd'hui pleinement visibles comme faisant partie de la société civile. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers et on est très contents de voir cette nouvelle dynamique. Toutes les startups que vous avez citées et donc, que vous avez expliquées sont très intéressantes. Peut-être que ça vaudrait le coup par la suite de se remettre en contact pour obtenir la liste exhaustive. Ce que je constate finalement, c'est qu'aujourd'hui, les startups, elles sont importantes pour deux volets. Il y a tout d'abord le volet data. Aujourd'hui, on sait que qui détient l'information détient le pouvoir et la possibilité de réagir. Et c'est vrai que la tech a clairement un rôle à jouer et a joué un rôle dans l'accès facile, rapide et à l'analyse de la data. Et le second, c'est fluidifier l'opérationnel avec des applis, avec des développements spécifiques. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à tous. On est prêts pour vos questions. Alors, nous avons quelques startups connectées. Étant donné que nous sommes en comité réduit, peut-être qu'on peut. Alors, la robotique a joué un rôle très important dans la crise. Quant à l'intelligence artificielle et l'analytics dans la supply chain. Béchir, je vais peut-être vous laisser la parole directement. Je vais vous unmuter. Vous nous entendez? D'accord. Ah, d'accord. Très bien. Je crois que je suis en mute. Donc, je me présente. Je suis Béchir de Majestai. Majestai, c'est une startup spécialisée dans la data science.
Donc, nous avons développé notre propre technologie d'analyse de données qui couvre toute la chaîne de valeur de data, de la récupération de données, la transformation, jusqu'à la partie plutôt advanced analytics, c'est-à-dire la prédiction, la visualisation, etc. Donc, notre rôle dans la pandémie, c'était plutôt dans un sujet un peu spécifique, c'était dans la caractérisation fonctionnelle du virus. On a développé un produit spécifique qui s'appelle DRAC-I. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des bases de données open source, des plus grands laboratoires, des banques de gènes, etc. Par exemple, peut-être que si Khaled connaît quelques-uns, NCBI ou autres. On a rassemblé ces bases de données et on a fait à travers notre IA une caractérisation fonctionnelle des gènes du virus, c'est-à-dire de savoir chaque gène qu'est-ce qu'il fait dans le corps humain. Et ça permet de comprendre mieux le virus. Et on a fait ça, un truc similaire en Tunisie, c'était le séquençage du génome. En fait, c'est ce qu'on a fait. Et on a fait ça en février, en mi-février, je pense. Et les premiers résultats, c'était un travail hors laboratoire. Et les premiers résultats du travail manuel en laboratoire, c'était, je pense, en mi-avril. Et notre prédiction, c'était accurate, c'était précis à 100%. Et donc, à travers notre solution, on aurait gagné presque 2 mois de travail manuel dans le laboratoire. Ça, c'est un produit spécifique qui a été bâti sur notre technologie. Qu'est-ce qu'on fait à Magesta? En fait, on a développé une technologie qu'on peut bâtir dessus des produits spécifiques. Et donc, c'était un challenge au début de Magesta parce que presque la majorité des startups elles vont directement dans le développement des cas d'usage particuliers. Par exemple, dans la logistique, dans le supply chain ou autre. Nous, on a résisté à cette tentation et on a bâti un engin technologique, un socle technologique, et puis on développe des produits spécifiques pour chacun. On développe des cas d'usage particuliers sur ce socle technologique. Ce qui était bien parce que pour la crise de Covid, ça aurait nous cassé si on était très spécialisé dans un secteur bien particulier, dans l'utilities, un secteur, ou bien le secteur financier, deux autres secteurs que nous travaillons avec, que nous avons d'autres produits pour ces deux secteurs. Si on n'avait pas cette agilité d'avoir un engin et puis on bâtit dessous selon les contextes, peut-être que ça a été très grave pour Magesta. Donc voilà, je suis intéressé par les cas d'usage que vous voyez intéressants dans l'optimisation de la chaîne de logistique, le rôle de l'analytics dans la supply chain. Est-ce que vous pouvez partager quelques idées des cas d'usage que vous avez rencontrés? Alors, moi, je peux répondre en fait, Béchir, rien que sur le travail qui a été fait avec les donneurs d'ordre pour l'identification des besoins en digitalisation dans le cadre du bootcamp. Moi, j'ai fait plusieurs workshops en fait avec des donneurs d'ordre tunisiens qui étaient soit des industriels ou dans le domaine du retail pour les aider dans l'identification de ces besoins. Et il y a vraiment une grosse attente autour des forecasts et la possibilité de travailler sur les forecasts. C'était le gras du groupe Bouchamewi, par exemple, qui a l'activité KFC en Tunisie et qui dit « Moi, j'ai besoin de savoir sur les différentes conditions météorologiques, de vacances, de week-end, etc. Quel serait mon besoin, enfin, quel serait mon chiffre d'affaires attendu chaque jour pour organiser mon activité par ailleurs en termes d'approvisionnement, de nombre de personnes présentes dans le restaurant, etc. » Donc ça, c'est un exemple très concret. Et il me semble qu'il y avait une demande forte sur les forecasts, un peu auprès de tout le monde. Donc j'espère que vous avez pu détecter ça
au niveau des besoins des donneurs d'ordre et Oui. que vous pourrez y répondre. Voilà. Ouais. Bachir, moi je pense, bon, en ce qui me concerne, comme vient de le spécifier Madame Jamoussi, c'est le forecast. Donc, à la fin des fins, c'est le corps de notre métier. Mais il y a aussi les nouvelles tendances maintenant, c'est les IBP, donc Integration Business Plan. Ça, c'est hyper important et en plus, ça vient juste de prendre de l'ampleur. En fait, c'est comment définir la participation des forecasts dans le plan économique de l'entreprise. Et ça nécessite vraiment un travail assez méticuleux sur tout ce qui est. En fait, c'est pas juste la logistique, mais aussi intégrer le volet finance dans ce domaine-là. Donc, comment la logistique pourrait contribuer à la diminution des coûts, etc. Ça, c'est un domaine assez important. Donc, il y a trois grandes entreprises qui y travaillent, SAP et Oracle et Connexi. Ce sont les leaders mondiaux de ces logiciels. Mais Rouma, il présente des solutions grande entreprise, grande échelle. Donc, il y aura toujours des portes qui seront ouvertes pour les petites et moyennes entreprises. Hein. Donc, des petits logiciels adéquats pour ces moyennes entreprises. Ça pourra faire un très beau créneau. Hein. Et ce genre d'entreprise n'existe pas. Hein. D'accord. J'ai identifié un peu, peut-être vous parlez de la distribution et plutôt dans le load balancing. Là, c'est pas de la distribution. C'est pas de la distribution. En fait, c'est comment définir des budgets minimaux. Oui, j'ai saisi ça, mais je parle plutôt de votre présentation tout à l'heure. Dans la répartition des stocks chez les hôpitaux. Parce qu'on a travaillé d'autres cas d'usage. On a un problème en Tunisie. Les différentes régions ont besoin de différents médicaments. Je sais. Je travaille le marché tunisien, je connais bien la PCT et je connais bien assez vos problèmes. Donc, d'accord. Alors, je pense avec l'IA, on peut optimiser la demande, prévoir la demande de différents hôpitaux et puis distribuer, avoir une chaîne de distribution beaucoup plus optimisée. Mais Bachir, tu sais, le truc avec la Tunisie, c'est qu'il y a une certaine. Tout est géré par la PCT. OK. Donc là, il y a quand même, il faut que qu'il y aura des donneurs d'ordre de l'ordre gouvernement afin de vous aider. Sinon, si par exemple tu pars en tant que privé, sans l'aide du gouvernement, ça sera difficile. Parce qu'ils ne vont pas suivre. Oui, je sais. Et on a le même problème en Algérie, parce que moi je suis algérien, je travaille déjà en Algérie, et on a le même souci. Hein. Je te donne par exemple le problème d'agrégation, le problème d'aggregation et serialization, là où ce n'est, point de vue économique, ce n'est rien, c'est deux fois rien. Hein. Mais le gouvernement ne suit pas. Et ça, c'est un problème. Hein. Oui. Merci. Fatma, tu es sur mute. Merci. Thanks for the hint. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Bien. Donc, je vous remercie tous. Je vois qu'il est déjà presque 11h30. Donc, c'était vraiment un panel de qualité. Je pense que nous aurons plus peut-être de réactions de la part des startups lorsque le contenu sera mis en ligne sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, je vous remercie encore. Je vois que donc Philippe Elie, vous avez fait des dessins très parlants. Merci, donc, merci. Je vous ai pris à moitié du discours parce que j'ai été invité vraiment en retard. Et j'ai pas réussi à diffuser en même temps parce que vous étiez un peu bloqué. Mais là, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous diffuser le dessin. Je vais vous diffuser le deuxième. Voilà, attention. Le deuxième, c'est celui-ci. Voilà. Donc, nous sommes tous dépendants. Ça m'a beaucoup intéressé, justement, ce thème-là. Ouais. Et il faut chercher la diversification. C'est revenu souvent dans les
dans les panels, de chercher les opportunités justement dans cette crise qui a bouleversé tout le monde. Alors, je vous cache pas, moi je dessine de Paris, donc comme quoi de télétravail marche très bien, et je peux proposer moi mes services de Paris au Maghreb. Mais de l'autre côté, vous aussi du Maghreb, vous pouvez proposer des choses à Paris. Et voilà. Et sans oublier la diaspora, parce que moi je suis tunisien et la diaspora tunisienne est aussi en Europe, et elle peut être un soutien très fort aux activités du Maghreb en Europe, avec des liens et des compétences qui existent et qui sont sur place. Donc n'hésitez pas à faire partage. C'est vraiment très parlant, du moins pour moi, vraiment un grand bravo, un très grand bravo. C'est très parlant, c'est extra. Merci. Et je vous invite à regarder les autres que j'ai fait pour les autres dessins, pour les autres panels. Je pense qu'ils vont être en ligne bientôt. La facilitation graphique est un outil assez intéressant pour aller un peu plus vite et être à l'écoute. Alors, il y a différents niveaux de compétences. Moi, je suis capable d'assister à des conférences, être présent sur place, dessiner en direct. Et en même temps, grâce au Covid, maintenant, je fais ça sur Internet et en digital. Donc, c'est une nouvelle compétence qui est apparue parce que, justement, les réunions se sont arrêtées, des réunions physiques. Il fallait bien se retourner. Et là, j'ai trouvé de nouvelles opportunités. Donc, c'est un peu l'exemple de métier qu'on peut retravailler et faire autrement, tout en gardant ses compétences. Parce que les compétences sont là, il faut les proposer et trouver des nouvelles solutions avec les nouvelles contraintes. Ça s'appelle de l'agilité, on va dire. Voilà. Je pense que vous êtes un excellent exemple justement pour clôturer ce panel, puisque vous êtes un exemple même de l'adaptation avec une composante tech, puisque finalement vous êtes quand même forcément actif de manière digitale. Et d'ailleurs, pour rappel, nous avons Sibel Hassen qui est actuellement connectée d'Arabie Saoudite, il me semble, c'est bien ça? Waouh, ça va loin. Oui. Super. Et nous avons Madame Lacride Julie qui est, alors je ne sais pas parce que vous êtes basée au Nigeria, mais vous êtes, il me semble, actuellement peut-être en France. Oui, c'est ça. En fait, je vis au Nigeria, mais là, pour le confinement, depuis quelques semaines, je suis à Paris, oui. Voilà, donc vraiment on la constate, cette global value chain. Oui. En tout cas, merci beaucoup, mais tout ça n'empêchera pas non plus de repartir sur les routes et revenir vous voir, bien sûr, et puis parce que le contact humain est obligatoire et est important pour aller un peu plus loin, dans les relations. Donc, le digital, ok, l'humain aussi au centre, et les voyages, bien sûr, alors peut-être plus raisonnablement, pas prendre des avions tout le temps, mais venir aussi au contact et se rapprocher. C'est important. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement, nos chers panélistes ou... Merci à toi, Fatma, pour la modération. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un sujet qui m'intéresse et je pense que c'est… alors, on a fait le premier pas. Sommes-nous startup friendly? Je vous aime, mais je peux faire mieux. Super. Voilà. Merci beaucoup. Excellente fin de journée. Nous restons disponibles pour toute question, aussi bien l'équipe EOI que l'ensemble de nos partenaires sur cet événement. Je pense à Incubi, je pense à Emerging Valley, je pense vraiment à l'ensemble des personnes qui ont fait cet événement pour les 3 jours, mais également au-delà. Donc, je reste disponible. Vous avez mon mail que je vais renoter. Donc, Béchir, vous aviez demandé. Hello. J'ai un visage aussi. Ouais. Bien aussi de mettre une tête sur des dessins. Donc, Béchir, vous aviez demandé les contacts email des panélistes. Je vous rajoute les miens en cas de besoin. Merci beaucoup. Excellente fin de journée. Ouais. Vous pouvez être le mien aussi, n'hésite pas. Mon contact. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.